Le garage sentait l'huile de moteur ancienne et le béton sec, et Guillaume Armon avait depuis longtemps cessé de le remarquer. Il était assis sur une caisse de lait retournée près du mur du fond. Une bouteille d'eau en équilibre sur son genou, et il fixait la voiture comme un homme fixe quelque chose qui appartient à un autre temps. Pas exactement avec du chagrin, mais avec ce genre d'immobilité qui vient quand une personne n'a aucune idée de ce qu'il faut faire ensuite. La voiture était une Dodge chargée de 1969 peinte dans une teinte de vert forêt profond, si sombre qu'elle paraissait presque noire sous l'unique ampoule suspendue. La peinture était devenue rugueuse par endroits, des bulles le long des panneaux inférieurs où la rouille s'était infiltrée, et le pare-brise portait un fin film de poussière qui n'avait pas été touché depuis des mois. Il n'y avait pas de plaque d'immatriculation, pas de carte d'enregistrement glissée dans le pare-soleil, aucun papier dans la boîte à gants. Ce qu'il y avait, pour autant que Guillaume ait jamais pu le dire, c'était la voiture elle-même, solide, lourde et obstinément présente de la manière dont l'acier ancien est présent. Elle était restée dans ce garage pendant 11 ans. Et pendant tout ce temps, elle n'avait jamais démarré une seule fois. Son père l'avait achetée à l'été 1987 lors d'une vente aux enchères dans le centre de l'Oklahoma, où la moitié des lots étaient du matériel agricole et l'autre moitié des choses dont les gens avaient arrêté de savoir quoi faire. Raymond Armon avait payé 800 $ pour la charger, l'avait chargée sur un plateau avec l'aide de 2 inconnus, et l'avait ramenée à la maison sans poser une seule question sur son histoire. Il était mécanicien de métier et un homme attentif par nature. Attentif dans le sens de prêter attention, pas dans le sens d'être prudent, et il avait dit 2 choses sur la voiture que Guillaume avait gardées pour le reste de sa vie. La première était que les lignes de carrosserie n'étaient pas tout à fait correctes pour un modèle de production standard, quelque chose à propos de la garde au capot, la façon dont le châssis avant était plus bas qu'il ne devrait l'être, un détail qui n'appartenait à aucune voiture de rue sur laquelle Raymond avait jamais travaillé. La seconde était l'instruction donnée une fois et jamais répétée. Ne la vends pas avant de savoir ce que tu as. Raymond Armon est mort d'une attaque au printemps 2012, laissant derrière lui une hypothèque presque payée, une série complète d'outils Snap-on, et la chargée verte, immobile dans un garage qui était maintenant à louer et à gérer pour Guillaume. Guillaume avait gardé les 3, bien que les outils soient les seuls qui avaient rapporté quelque chose proche de leur coût. Le problème avec le fait de garder la voiture était que la garder nécessitait de l'espace, et l'espace à Tulsa coûtait de l'argent, et l'argent était la seule chose que Guillaume Armon n'avait jamais réussi à garder longtemps. Il travaillait comme plombier agréé, dirigeant une opération d'un seul homme depuis une camionnette d'occasion avec son nom et son numéro de licence peint en lettres bleues foncées sur les portes. Dans un bon mois, il gagnait assez pour couvrir le loyer de la petite maison à l'est de la ville, le bail du garage 2 rues plus loin, l'assurance responsabilité, et les paiements sur le prêt d'équipement qu'il avait contracté 3 ans plus tôt pour remplacer un hydrogété qui était mort au milieu d'un contrat commercial de 12 000 $. Dans un mauvais mois, il réarrangeait les choses et espérait que le mois suivant serait meilleur. Les mois précédents n'avaient pas été meilleurs. Le prêt sur lequel il était maintenant en retard n'était pas le prêt d'équipement. C'était un plus ancien, une ligne de crédit personnel qu'il avait ouverte pendant la séparation, quand son ex-femme avait fait 2 valises et était partie, et que les papiers juridiques étaient arrivés peu après dans une avalanche qui coûtait de l'argent qu'il n'avait pas. 14 200 $ empruntés par étapes sur 8 mois, restructurés 2 fois avec l'approbation réticente de la banque, et maintenant à 90 jours de retard avec une institution qui avait finalement décidé que la patience n'était plus parmi les services offerts. Il avait su que la lettre arrivait depuis des semaines avant qu'elle n'arrive. Quand elle est venue, c'était dans une enveloppe blanche ordinaire d'une adresse qu'il ne reconnaissait pas. Charlotte Voss et Associés, 4e étage, un bâtiment du côté ouest du centre-ville. Charlotte Voss avait construit son cabinet sur 9 ans en quelque chose d'efficace et discrètement respecté dans le monde étroit de la récupération d'actifs civils. Elle occupait 4 bureaux au 4e étage d'un bâtiment en verre et béton, employait 6 membres du personnel à temps plein et 2 agents de terrain contractuels, et entretenait des relations de travail avec 11 institutions financières dans la grande région de Tulsa. Son travail, dans la description la plus simple, était de terminer les conversations que les banques et les créanciers avaient commencées avec des gens qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas régler leurs dettes par les voies normales. Elle avait 36 ans. Formée comme parajuriste avant de passer au travail de récupération à la fin de ses 20 ans. Et elle avait une façon de parler dans les réunions que certaines personnes décrivaient comme calme et d'autres comme froide,
bien que la distinction ne lui ait jamais semblé importante. Elle avait construit la pratique sur un seul principe de travail. Le processus existait pour une raison. Le processus avait des règles, et suivre les règles précisément était la seule façon dont le résultat était défendable. Le sentiment n'était pas un instrument financier. Elle ne détestait pas les gens qui s'asseyaient en face d'elle dans la salle de conférence. Elle ne permettait simplement pas à leurs circonstances d'altérer l'arithmétique. Le dossier de Guillaume Harmon est arrivé sur son bureau via une banque communautaire qui avait un arrangement de référence de volume avec son cabinet, et c'était un petit compte selon toute mesure. 14 200 $. De restructuration. 90 jours de retard. Son associé d'admission a effectué la recherche d'actifs standards en 48 heures. La maison était louée. La camionnette était en leasing. Les outils avaient un privilège junior du billet d'équipement. Le seul actif tangible propre au nom de Guillaume était une Dodge Charger de 1969. Listée dans les registres de succession comme transférée de la succession de Raymond Harmon en 2012. Actuellement détenue dans un garage loué à une adresse à l'est de Tulsa. Le contact de Charlotte dans un service d'estimation de récupération a donné une évaluation téléphonique sans voir la voiture. 3 cents à 5 cents $ comme ferraille basée sur l'année et le modèle. L'équipe l'a enregistré comme un actif supplémentaire mineur et est passée à autre chose. Charlotte a envoyé l'avis de 14 jours par courrier recommandé le lendemain matin. Guillaume est allé la voir le 3e jour après l'arrivée de la lettre, ayant passé les 2 premiers jours à décider si cela ferait une différence. Il n'était jamais entré dans le bâtiment auparavant, et le hall avait cette odeur particulière de climatisation commerciale et de moquette neuve qu'il associait aux endroits où des décisions étaient prises sur des gens qui n'étaient pas dans la pièce. La salle de conférence que Charlotte utilisait pour les réunions clients avait une longue table, des chaises confortables, et une fenêtre qui donnait sur la structure de stationnement à côté. Elle était déjà assise quand il est arrivé, un dossier ouvert devant elle, un stylo posé sur le bord supérieur avec la précision de quelqu'un qui arrangeait les choses par habitude. Il s'est assis en face d'elle et a expliqué aussi clairement qu'il le savait, que la voiture n'était pas un véhicule de récupération ordinaire, que son père avait cru qu'elle était quelque chose d'inhabituel, qu'un mécanicien avec 40 ans d'expérience avait passé du temps réel à la regarder et avait décidé qu'elle valait la peine d'être protégée. Il lui a dit qu'il n'avait pas eu l'argent ni le temps d'enquêter correctement sur la voiture, mais qu'il croyait que l'évaluation de 300 $ en ferraille était fausse, et qu'il avait besoin de plus de temps pour trouver quelqu'un qui pourrait lui dire si l'instinct de son père était correct. Charlotte a écouté tout cela sans interrompre, son stylo intact, son expression ni sympathique ni hostile. Quand il a terminé, elle lui a dit que le calendrier de récupération était fixé par les termes de l'instrument de dette et ne pouvait pas être prolongé sur la base d'une croyance non vérifiée dans la valeur potentielle d'un véhicule. Elle l'a dit d'une manière qui n'était pas méchante, mesurée, directe, sans aucune satisfaction, et elle lui a offert des informations sur un service de conseil en dette au cas où la situation s'étendrait au-delà du dossier actuel. Guillaume l'a remercié pour la réunion, ce qui était la politesse automatique d'un homme élevé pour être courtois, même quand il n'avait rien pour être courtois, et il est retourné à la camionnette dans le stationnement. Il est resté assis là quelques minutes avant de démarrer le moteur. Il a passé les 11 jours suivants à faire tout ce qu'il pouvait penser, ce qui s'est avéré être une liste plus courte qu'il ne l'avait espéré. Il a photographié la voiture sous tous les angles qu'il pouvait gérer dans la lumière limitée du garage et a posté les images sur 3 forums en ligne dédiés à la restauration Mopar et aux véhicules Dodge Vintage. Les réponses sont arrivées en 48 heures et étaient pour la plupart polies et pour la plupart inutiles. Sans plaque VIN visible, sans papier de provenance, sans aucune documentation de l'histoire de la voiture au-delà de la parole d'un homme mort, aucun collectionneur sérieux ou authentificateur ne ferait un mouvement. Un répondant, qui s'est identifié comme ayant 30 ans dans le hobby Mopar, a dit directement à Guillaume que la voiture ressemblait à une chargée de production standard avec quelques modifications faites par un propriétaire précédent et que sans documentation, le marché la traiterait en conséquence. Il a essayé une approche différente le 4e jour. En allant au bureau des registres du comté et en demandant tous les documents associés au dossier de succession de son père, le transfert de titre informel, le reçu d'enchères original de 1987. Le reçu d'enchères listait la voiture comme une Dodge Charger de 1969. Un article dans un lot de 6 véhicules divers vendus pour un prix combiné.
Il n'y avait pas d'identification du vendeur au-delà d'un numéro de lot. Aucune histoire avant l'enchère. Rien qui lui dise quelque chose que son père ne lui avait déjà dit dans les 2 phrases qu'il avait dites sur la voiture dans toute sa vie. Guillaume a replié les papiers dans l'enveloppe et est rentré à la maison sans s'arrêter. Guillaume a visité un atelier de restauration au nord de Tulsa dont le propriétaire avait une réputation de connaître les anciennes voitures musclées, et l'homme a fait 2 fois le tour de la charger puis lui a dit, pas méchamment, qu'il n'achetait pas de véhicules sans papier parce que l'exposition légale n'en valait pas la peine. 2 associations régionales de collectionneurs ont reçu des appels de Guillaume le même après-midi. L'une n'a pas rappelé. L'autre a rappelé le 6e jour. A demandé à voir plus de photos, et puis est redevenue silencieuse. Il a contacté un ingénieur Chrysler retraité dont le nom était apparu dans un fil de forum en ligne sur les modifications Dodge de l'ère de production, a laissé un message vocal expliquant la situation et n'a reçu aucune réponse. Le 10e jour, Guillaume a appelé la banque directement et a parlé à l'agent de prêt qui avait géré son compte pendant les 2 restructurations. L'homme était désolé de la manière dont les gens sont désolés quand leur désolation ne change rien. Le dossier avait été transféré. Le processus avait un calendrier. Il n'y avait aucune disposition dans les termes pour une pause basée sur la possibilité qu'un véhicule puisse avoir une valeur qui n'avait pas encore été établie. Guillaume l'a remercié et a raccroché. Le 13e jour, le camion de Voss et Associés est arrivé à 7 heures du matin. 2 hommes en chemise grise ont travaillé à travers un inventaire sur clipboard de tout dans le garage, et Guillaume a signé la documentation de saisie avec un stylo qui semblait plus lourd qu'un stylo n'avait aucune raison de l'être. Il les a regardés accrocher la chargée au plateau sans rien dire. Il n'a pas expliqué l'avertissement de son père. Il n'a pas décrit les 11 ans de location de l'espace et de paiement de la facture d'utilité et de vérification de la voiture toutes les quelques semaines pour s'assurer que les pneus avaient encore de l'air. Il est resté à l'entrée du garage et a regardé le camion la porteur dans la rue. Et quand elle a tourné au coin et a disparu, il est entré et a fait du café parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Le Kellerman Récupération Auto se trouvait à la limite du corridor industriel ouest de Tulsa, passé la cour de triage, et le long d'une route de comté qui devenait du gravier compacté environ un quart de mile avant la porte. Ce n'était pas un endroit dramatique. 3 acres de débris triés organisés vaguement par décennies et marques, avec un petit bureau en parpaing à l'entrée et un concasseur hydraulique à l'extrémité qui fonctionnait 2 matins par semaine et secouait le sol quand il le faisait. La chargée avait été placée dans le lot de traitement du vendredi, une section du terrain réservée aux véhicules programmés pour la compression de fin de semaine, positionnée entre un pick-up rouillé manquant tout son toit de cabine et la moitié arrière d'un break dont l'avant avait été enlevé si proprement qu'il suggérait une séparation professionnelle. Isaac Nolan est arrivé au Kellerman un mardi matin, comme il le faisait environ 2 fois par mois, à la recherche d'une bande de garniture chromée et d'un boîtier de différentiel arrière spécifique pour une restauration Plymouth sur laquelle il travaillait depuis près de 2 ans. Il avait 62 ans et avait la qualité détendue d'un homme qui n'avait jamais eu besoin de performer l'urgence pour quiconque, se déplaçant dans le terrain avec un sac en toile sur une épaule et une petite lampe de poche attachée à sa boucle de ceinture. Il avait travaillé comme authentificateur senior pour Barrett Jackson pendant 8 ans avant de se retirer de l'emploi à temps plein. Et pendant ce temps, il avait examiné plus de 4000 véhicules pour la vérification de provenance. Il avait la capacité, une qui était devenue si naturelle qu'il n'y pensait plus consciemment, de remarquer la mauvaise chose, une proportion qui n'appartenait pas, une finition qui suggérait une décision de fabrication différente de celle officiellement enregistrée. Il a presque manqué la charger entièrement. Il était 3 rangées plus loin à travailler sur une boîte de pièces chromées quand quelque chose l'a fait s'arrêter. C'était la couleur, une teinte spécifique de vert profond que la plupart des gens passant par le terrain auraient enregistré comme vert foncé et auraient continué. Isaac l'a reconnu différemment parce qu'il avait lu une ligne spécifique dans un document de production entrant plus de 20 ans plus tôt et la couleur était restée avec lui. De la manière dont les informations utiles restent avec les gens qui ont organisé leurs connaissances soigneusement. La désignation dans les registres d'usine était vert destin, un code de peinture appliqué à une série de productions étroites au printemps 1969 avec un ton légèrement frais qui la séparait des verts foncés standards disponibles cette année de modèle. La chargée dans le lot du vendredi l'avait. Isaac a remis la pièce chromée dans la boîte et s'est approché sans se presser. Il a passé longtemps à regarder avant de toucher quoi que ce soit.
La voiture était standard au premier regard. Chargée pleine taille, plateforme de carrosserie, la ligne de toit fastback qui avait fait du modèle une icône dans les années suivantes. Mais en se déplaçant le long du côté conducteur, son œil est tombé dans l'habitude de vérifier les proportions contre des références stockées, et les divergences ont commencé à s'accumuler de la manière calme dont les preuves s'accumulent quand elles sont réelles. Le capot était plus bas au bord avant qu'il ne devrait l'être sur une configuration de rue. Pas de beaucoup, peut-être un huitième de pouce, mais constamment et uniformément, ce qui signifiait qu'il avait été conçu ainsi plutôt que de s'affaisser avec le temps. Les ouvertures de roues arrière étaient légèrement agrandies par rapport à la ligne d'estampage d'usine, et les bords métalliques étaient propres et originaux, pas le travail d'un atelier de carrosserie après coup. Le châssis avant, quand Isaac s'est accroupi et a regardé en dessous avec sa lampe de poche, montrait des soudures de renforcement dans des emplacements qui n'apparaissaient dans aucun diagramme de production qu'il avait jamais examiné pour des chargeurs commerciaux standards. Il s'est déplacé vers le seuil de porte du côté conducteur, a pressé sa joue presque sur le gravier, et a dirigé le faisceau de lumière vers le haut dans l'espace entre le seuil et le rail de cadre. L'estampille était là. Elle avait été pressée dans l'acier brut avant que l'après ou le sous-couche ne soit appliqué, et les décennies d'huile et de saleté accumulées avaient rempli l'impression comme un moule, préservant les caractères en relief fin et sombre. 3 lignes, petites et délibérées. S23/69, un code R. Isaac l'a lu 3 fois sans bouger. Puis il s'est assis sur ses talons et est resté immobile pendant presque 2 minutes. Le préfixe SO dans la notation d'usine Dodds indiquait une commande spéciale, une désignation appliquée aux véhicules construits en dehors des paramètres de production standard à la direction directe du groupe de véhicules spéciaux de Chrysler. Le suffixe H69 plaçait la période d'assemblage au printemps 1969 à l'usine Antranck du Michigan. Le code R était la classification du moteur pour le 426 pouces cubes EMI, le moteur le plus puissant que Chrysler ait jamais offert dans un véhicule de production et l'un des groupes motopropulseurs les plus célébrés de l'histoire automobile américaine. Mais la combinaison de tous les 3 codes sur un véhicule de carrosserie avec les modifications dimensionnelles spécifiques qu'Isaac venait de cataloguer pointait vers quelque chose qui existait dans le monde des collectionneurs principalement comme une légende. Il y avait eu un programme connu seulement parmi un petit groupe d'historiens, de collectionneurs mopards de longue date, et 1 ou 2 anciens ingénieurs Chrysler qui n'avaient parlé sur le record qu'après leur retraite, dans lequel Dodds avait assemblé un nombre limité de véhicules superstock de test construits à des fins spécifiques à Antranck au printemps 1969. Destinés à un effort de course Drag Factory soutenu qui avait été annulé sans annonce avant le début de la saison de compétition. La plupart des véhicules du programme avaient été détruits dans un incendie de stockage ou systématiquement démontés pour des pièces pour éviter les complications de papier des voitures de course d'usine non officielles. Un petit nombre avait été vendu via des canaux internes informels sans documentation, disparaissant dans des mains privées sans histoire traçable et sans reconnaissance officielle qu'ils avaient jamais existé. L'estimation acceptée dans les cercles qui connaissaient le programme était qu'entre 25 et 30 véhicules avaient été construits. Le nombre confirmé encore existant, au moment où Isaac s'accroupissait sur le gravier du Kellerman Récupération Auto, était 4. Isaac s'est levé lentement, a brossé la saleté de ses genoux, et a photographié l'estampille sous 4 angles. Il a photographié l'écart du capot, les ouvertures de roues arrière, et les soudures du châssis. Il est resté à côté de la voiture pendant encore 20 minutes, travaillant à travers la logique méthodiquement, cherchant l'erreur qu'il s'attendait à trouver. Il n'en a pas trouvé. Il a ramassé son sac en toile et est retourné à son camion sans parler à personne, s'est assis derrière le volant, et a appelé Evelyn Cross à Scottsdale. Evelyn Cross avait dirigé Meridian Enchères Classiques pendant 9 ans depuis une installation près de Scottsdale en Arizona, et l'avait construite en l'une des plateformes d'enchères automobiles haut de gamme les plus constamment respectées du pays. Elle ne gérait pas personnellement les véhicules évalués en dessous de $200 000. Pas par arrogance, mais parce que l'infrastructure de son opération, le personnel d'authentification, le stockage climatisé, les relations avec les acheteurs internationaux, et l'appareil de marketing qui les atteignait rendaient quoi que ce soit de plus petit une impraticabilité financière. Elle et Isaac avaient une histoire professionnelle qui remontait à 15 ans au moment où il avait authentifié une Core 1937 pour sa première grande vente, et ils avaient maintenu une relation de travail depuis, transactionnelle,
construite sur un respect mutuel pour la compétence, et sans le prétexte social que tous deux trouvaient inefficace. Quand l'appel d'Isaac est arrivé un mardi matin, et qu'elle a entendu la qualité mesurée dans sa voix, pas de l'excitation, qu'Isaac Nolan ne trafiquait pas, mais le rythme spécifique prudent d'un homme contrôlant son langage, parce que ce qu'il disait était conséquent. Elle a libéré les 20 minutes suivantes de son calendrier et a écouté. Quand il lui a lu la séquence d'estampilles, elle est restée silencieuse pendant 3 secondes. Elle lui a demandé s'il était certain de la géométrie du châssis. Il lui a dit qu'il avait des photos. Elle lui a dit de les envoyer et qu'elle les examinerait ce soir. Elle l'a rappelé à 22h15 et a dit qu'elle serait à Tulsa jeudi. Elle est arrivée avec son authentificateur senior et un kit portable d'instruments de test non destructifs capables de mesurer la composition du métal, les caractéristiques des soudures et les couches de substrat de peinture sans couper dans le véhicule. Le propriétaire du terrain au Kellerman leur a donné accès au lot du vendredi sans tout à fait comprendre ce qu'il permettait, supposant que c'était une évaluation de récupération de routine. Le travail a pris 4 heures. L'estampille d'usine a passé tous les tests disponibles. La composition du métal autour de l'impression était cohérente avec l'acier de production entrant 1969 sans preuve métallurgique d'altération ou d'insertion ultérieure. La plaque VIN était absente, enlevée à un moment de l'histoire de la voiture, presque certainement des décennies plus tôt. Mais une estampille dérivée partielle sur la cloison pare-feu correspondait à une séquence de production qu'Isaac plaçait dans le bloc en tranque. Le moteur émis restait dans la voiture, saisi et inerte, mais intact et correspondant à la désignation Coder. Evelyn s'est tenue à côté de la chargée après que l'équipement ait été remballé, et l'a regardé un moment, la peinture verte oxydée sous le ciel plat du terrain de récupération, la voiture assise entre 2 pièces de métal abandonnées qui seraient compressées en rectangle plat dans les 48 heures. Puis elle a demandé à son assistant de trouver un numéro de téléphone actuel pour Guillaume Marmon. Il n'a pas répondu au premier appel ni au second. La 3e fois, Evelyn a laissé un message vocal qui durait précisément 40 secondes, s'identifiant et méridian, décrivant le véhicule et son emplacement, et affirmant qu'elle croyait que la voiture avait été substantiellement sous-évaluée. Guillaume a écouté le message 3 fois à sa table de cuisine avec le dîner refroidissant dans l'assiette devant lui. Il s'est dit que c'était probablement un malentendu ou une nouvelle catégorie d'escroquerie qu'il n'avait pas encore rencontrée. Il l'a rappelé parce qu'il avait passé 11 jours à épuiser toutes les idées qu'il avait et que c'était quelque chose à quoi il n'avait pas pensé. La conversation a duré 22 minutes. Evelyn a décrit l'estampille, l'authentification, le contexte historique du programme Superstock en tranque, et la fourchette de marché pour un exemple survivant confirmé dans l'environnement actuel des collectionneurs, conservativement 1,2 à 1,8 million de dollars avec la possibilité de dépasser ce chiffre si la documentation était approfondie et la restauration gérée correctement. Guillaume n'a presque rien dit jusqu'à la fin. Sa question finale était simple. Que se passe-t-il ensuite? Evelyn lui a dit que le véhicule était actuellement en garde physique d'une firme de récupération d'actifs civils, que sa propriété légale n'avait pas été éteinte par une quelconque ordonnance judiciaire, et qu'une conversation avec la firme devrait avoir lieu avant que quoi que ce soit d'autre puisse être mis en mouvement. Guillaume a dit qu'il comprenait. Après la fin de l'appel, il est resté assis sans bouger pendant plusieurs minutes puis a dit tranquillement à la cuisine vide qu'il avait besoin de parler à Charlotte Voss. Il a appelé son bureau le lendemain matin, s'est identifié à l'assistante, et a demandé une réunion en personne, décrivant le but seulement comme de nouvelles informations concernant le dossier Harmon. Charlotte a accepté le rendez-vous à 14 heures, le plaçant entre 2 autres réunions avec la même efficacité qu'elle appliquait à tout, sans lui assigner une signification particulière. Quand Guillaume est arrivé, elle était déjà dans la salle de conférence avec un bloc-notes et un stylo, et la pièce était arrangée exactement comme la première fois. Elle d'un côté, lui de l'autre, la surface propre de la table polie entre eux. Il s'est assis, a placé un dossier devant lui, et ne l'a pas ouvert immédiatement. Il a dit qu'il avait de nouvelles informations sur le véhicule. Charlotte a dit qu'elle écoutait. Guillaume a ouvert le dossier et a glissé 3 documents sur la table dans l'ordre, le rapport d'authentification de l'équipe d'Evelyn, le résumé d'évaluation préliminaire, et la lettre d'intention de Meridian en chair classique confirmant leur intérêt pour le véhicule pour une vente à venir à Scottsdale. Charlotte a lu les documents dans l'ordre où ils avaient été placés devant elle.
Elle a lu sans lever les yeux, son stylo posé intact sur le haut de son bloc-notes. Quand elle a atteint le résumé d'évaluation, et le chiffre en bas de la page, fourchette conservatrice, 1,2 à 1,8 million de dollars, elle a continué à lire au même rythme, mais la qualité de son silence a changé d'une manière difficile à nommer et impossible à ignorer. Elle a posé la dernière page avec un mouvement qui était fractionnellement plus lent que sa manipulation habituelle du papier. Une hésitation si petite que quelqu'un qui n'avait pas regardé pour elle l'aurait manqué entièrement. Elle a dit qu'elle aurait besoin de consulter son équipe juridique avant de répondre à l'une des propositions dans les documents. C'était la chose correcte à dire et la chose attendue à dire, et cela n'a rien dit à Guillaume sauf qu'elle n'avait aucune intention de rendre quoi que ce soit simple. Ce qu'elle n'a pas dit, ce que son avocat lui a confirmé en privé dans leur suivant la réunion, était que la situation légale était devenue considérablement plus complexe qu'une liquidation de routine. Le véhicule n'avait pas été vendu, traité ou détruit. Il était assis dans le lot du vendredi au Quai Lermont, intact, et la propriété de Guillaume Armon n'avait jamais été formellement éteinte par une quelconque ordonnance judiciaire. L'autorisation de saisie civile couvrait la possession et la liquidation. La liquidation n'avait pas encore eu lieu. Il y avait une fenêtre, plus étroite que Charlotte ne l'aurait préférée, dans laquelle le propriétaire original conservait une position légale. Elle est retournée dans la salle de conférence avec une comptabilité révisée. La dette originale était de 14 200 dollars. Frais de récupération, coûts administratifs, charges des agents de terrain, 2 jours de stockage à l'installation de récupération, et ce que la feuille révisée listait comme frais généraux de traitement ont porté l'obligation ajustée à 22 400 dollars. Le chiffre avait augmenté de plus de 50% dans les 72 heures depuis que la voiture avait été prise du garage de Guillaume. Il a regardé la feuille itemisée sans expression, puis a regardé le téléphone au centre de la table où Evelyn Cross avait rejoint la réunion par haut-parleur. Evelyn a dit que Meridian Enchères Classiques était prête à avancer le montant complet de la dette ajustée dans le cadre d'un accord de consignation formel, ce qui signifiait que Guillaume ne devrait rien d'avance et Meridian récupérerait l'avance d'un pourcentage des produits finaux de l'enchère. Charlotte a dit qu'elle n'était pas au courant d'une disposition dans l'autorisation de saisie qui exigeait que sa firme retienne le véhicule en attendant des arrangements d'enchères privés et que le calendrier de traitement au Quai Lermont était géré par l'entrepreneur de récupération selon un calendrier qui n'était pas dans son autorité d'ajuster. Isaac Nolan était assis à l'extrémité de la table de conférence pendant les 40 minutes précédentes sans parler, les mains sur les genoux, regardant la réunion de la manière dont un homme regarde une partie de cartes dont il connaît déjà l'issue. Il a placé les 2 mains à plat sur la table et sans élever la voix ni altérer sa posture, il a demandé à Charlotte quand exactement le calendrier de traitement du Quai Lermont pour le lot du vendredi avait été avancé au mercredi matin. La pièce était silencieuse de la manière dont les pièces sont silencieuses quand une question enlève toutes les réponses disponibles sauf la vraie. Charlotte a déplacé les papiers devant elle avec le mouvement précis et délibéré de quelqu'un qui gère le calme. Isaac n'a pas attendu qu'elle réponde. Il a expliqué sans emphase qu'il avait été au Quai Lermont ce matin, une visite de routine pour une recherche de pièces, et que le directeur des opérations du terrain lui avait montré un ordre de travail mis à jour estampillé de la date de l'après-midi précédent qui déplaçait le traitement de la chargée du run du vendredi au mercredi à 8 heures du matin, environ 15 heures à partir du moment actuel. Il avait une photo de l'ordre de travail sur son téléphone. Il a aussi noté pour le record qu'il avait passé un appel avant d'arriver à la réunion à un avocat à Dallas qui avait réussi à argumenter la responsabilité de préservation dans une affaire impliquant un prototype Shelby en 2019. Une situation dans laquelle un véhicule avait été détruit pendant que la documentation authentifiée de sa valeur de marché était en possession formelle de la partie qui le contrôlait. L'avocat avait trouvé la situation actuelle intéressante. Guillaume a regardé de l'autre côté de la table Charlotte et a demandé d'une voix qui ne changeait ni de ton ni de volume d'un mot à l'autre. Quand avait-elle su pour le calendrier révisé? Charlotte n'a rien dit. Elle a regardé les documents devant elle, et le petit ajustement qu'elle a fait, en carrant leurs bords les uns contre les autres avec un doigt, était le seul mouvement dans la pièce pendant plusieurs secondes. La réunion s'est terminée sans accord signé, mais les termes de la conversation avaient changé dans une direction qui ne pouvait pas être inversée. Dans les 90 minutes suivant le départ de Guillaume et Isaac du bâtiment, l'avocat de Charlotte avait contacté l'avocat d'Evelyn à Scottsdale,
et les deux ont commencé à travailler à travers la documentation de consignation et de libération à un rythme que le bureau de Charlotte ne gérait habituellement pas après les heures de bureau. Isaac a conduit directement de la réunion au Kellerman, a parlé au directeur des opérations pendant quelques minutes, et puis est resté à l'entrée du lot du vendredi et a attendu pendant que le processus légal se complétait dans des bureaux à travers la ville. La documentation de consignation a été déposée à 18 heures. La libération formelle de retenue a été signée à 21h40. Guillaume a reçu un courriel de confirmation à sa table de cuisine et l'a lu 2 fois sans expression, puis a posé le téléphone face contre table et a regardé le plafond pendant un moment avant d'aller au lit. À 7 heures du matin le vendredi, un camion de transport de véhicules spécial, du genre avec des contraintes intérieures rembourrées et un logement fermé, est arrivé au Kellerman Récupération Auto. Le run de traitement du vendredi était programmé pour commencer à 8 heures. La chargée a été chargée à 7h22, sécurisée avec des sangles rembourrées à 4 points de contact et couverte d'une couverture de transport avant que la porte roulante ne se ferme. Guillaume était là avec une tasse de café. Il avait arrêté de boire bien avant que le camion n'arrive. Isaac se tenait à quelques pieds, portant la même chemise de flanelle et le sac en toile que toujours, regardant l'équipe de chargement travailler avec l'approbation calme d'un homme qui avait vu beaucoup de choses gérées incorrectement, et reconnaissait quand quelque chose était géré correctement. Le matin était frais et clair, le genre de lumière d'octobre à Tulsa qui rend les bords des choses plus définis qu'ils ne le sont habituellement, et les deux hommes ont regardé le camion passer la porte sans parler. Après un moment, Isaac a demandé à Guillaume où son père avait trouvé la voiture, quel comté, quelle enchère, quelle année. Guillaume lui a dit. Centre de l'Oklahoma, été 1987. $800 d'un lot qui n'avait rien d'autre de notable dedans. Isaac a écouté, et quand Guillaume a terminé, l'homme plus âgé a hoché lentement la tête et a dit que Raymond Harmon avait su ce qu'il regardait. Il avait simplement eu aucune façon de le prouver à quiconque. Guillaume a regardé le long de la route où le camion était allé. Il n'a rien dit. Il a bu le café froid et a attendu jusqu'à ce que le camion tourne de la route de gravier et disparaisse derrière la ligne d'arbres à la route du comté, puis il est retourné à sa camionnette et a conduit à la maison. La restauration a pris 11 semaines, effectuée par l'installation partenaire de Meridian à Phoenix sous la supervision technique d'Isaac. Le moteur a été reconstruit par un spécialiste qui avait travaillé sur des moteurs de course émis pendant 3 décennies et qui a décrit le 426 comme l'un des cœurs les plus propres qu'il ait vu passer par l'atelier en année. Compte tenu de ces circonstances, la carrosserie a été décapée jusqu'au métal nu et recouverte en verre d'estaing mélangé à la formule d'usine originale. La couleur est fraîche et spécifique dans la lumière de Scottsdale comme elle l'avait été dans le gris plat du terrain du Kellerman. Le dossier de provenance assemblé à partir des registres de production en tranque, la documentation de recherche accumulée sur 40 ans d'Isaac et le rapport complet d'authentification a été compilé en une référence reliée qu'Evelyn et son équipe ont décrite comme parmi les plus approfondies qu'ils avaient traitées pour un véhicule de cette classification. Guillaume a fait le voyage à Phoenix 4 fois pendant la restauration, restant dans le même motel chaque fois, passant ses journées dans l'atelier, faisant tout ce que l'équipe le laissait faire, organisant la documentation, nettoyant des pièces, apprenant le langage technique d'une voiture qu'il avait vécue à côté pendant plus d'une décennie sans la comprendre. Lors de la dernière visite, il s'est tenu à côté du véhicule fini sous les lumières fluorescentes de l'atelier et n'a rien dit pendant longtemps. Personne ne lui a demandé. L'enchère de Scottsdale a eu lieu un samedi en décembre dans un lieu qui accueillait 400 invités avec de la place debout le long des murs périmétriques pour 200 autres. Evelyn a présenté le véhicule avec une présentation qui durait 8 minutes couvrant l'estampille d'usine, le programme Superstock en tranque, les résultats d'authentification et la signification de la survie de la voiture. L'un des 5 exemples confirmés d'un véhicule qui avait presque été effacé de l'histoire 2 fois, une fois par son fabricant original et une fois par le calendrier de traitement d'un terrain de récupération. Les enchères ont ouvert à $800 000. En 4 minutes, le nombre avait dépassé 1 million. Il s'est déplacé plus lentement au-dessus de 1,4 million, 3 enchérisseurs échangeant des avances par incrément de 20 000 et le marteau est tombé à $1,650 000 à un collectionneur privé du Texas qui avait volé la veille et avait conduit tout le processus d'enchère avec la même expression minimale qu'il aurait utilisée pour commander au menu. Guillaume se tenait à l'arrière de la salle. Il portait la chemise la plus propre qu'il possédait,
qui était une flanelle bleu foncé qu'il réservait généralement pour les estimations sur les travaux commerciaux. Il ne ressemblait pas à un homme regardant quelque chose valant 1,65 million de dollars vendus en son nom. Il ressemblait à un homme qui avait été demandé de confirmer quelque chose qu'il avait à moitié cru pendant longtemps et qui recevait maintenant enfin la preuve. Après la commission de Méridian, la récupération de l'avance de consignation, les coûts de transport et de stockage, l'investissement de restauration, les frais juridiques et les dépenses associées ont été déduits. Guillaume a reçu un virement de 1 182 000 dollars. Il est arrivé dans son compte un mardi matin en janvier et il a vérifié le solde sur son téléphone 3 fois avant de conduire à la banque et de demander au directeur de succursale de confirmer que le nombre qu'il regardait était réel. Il l'a dit de la manière dont les gens disent des choses dont ils connaissent déjà la réponse mais ont besoin d'entendre à voix haute. Il s'est assis dans le hall de la banque pendant quelques minutes après la conversation dans une chaise près de la fenêtre avant avec le genre d'immobilité qui ressemble de l'extérieur à un homme qui ne fait rien et qui est de l'intérieur, quelque chose de beaucoup plus dur à décrire. Le premier paiement qu'il a fait des produits n'était pas à un avocat fiscal, bien qu'il en ait engagé un dans la semaine. Ce n'était pas à un planificateur financier, bien qu'il en ait engagé un peu après. C'était un chèque pour exactement 14 200 dollars, pas 22 000. Pas le chiffre révisé gonflé de la comptabilité de Charlotte, mais le solde de dette original précis, tel qu'il avait existé avant que les frais supplémentaires ne soient appliqués, fait à l'ordre de Charlotte Voss et associés et envoyé par courrier recommandé. Il n'y avait pas de lettre d'accompagnement incluse. Il n'y avait aucune note d'aucune sorte. Il n'y avait que le chèque pour le montant original, qui était tout ce qu'il devait et rien de plus. Charlotte a reçu l'enveloppe un jeudi, l'a ouverte à son bureau entre 2 autres pièces de correspondance, et a regardé le nombre un moment avant de le placer dans la boîte de traitement. Elle avait assez d'expérience pour comprendre exactement ce que le nombre communiquait. Il n'avait pas payé le total gonflé, et il ne l'avait pas contesté dans aucune cour ou procédure formelle. Il avait payé la dette originale et tracé une ligne propre là, ce qui était à sa manière précise et sans hâte, la déclaration la plus complète que quiconque avait faite tout au long de l'affaire entière. En février, Guillaume a renouvelé le bail du garage. Il ne l'a pas rempli tout de suite. Il a garé le nouveau camion qu'il avait acheté dans l'allée, et pendant plusieurs semaines, le garage est resté principalement vide, les outils organisés le long du mur du fond, la lumière de travail sur son crochet, le sol balayé et nu. Un soir au début du printemps, il était là à trier des raccords de tuyaux quand il s'est arrêté et a regardé le coin du fond. Sur le béton où la chargée s'était assise pendant 11 ans, il y avait une ombre rectangulaire faible. L'huile et la saleté de route qui s'étaient infiltrées de la voiture pendant des décennies, absorbées dans la surface poreuse et laissées là de manière permanente dans un contour qui correspondait exactement à l'empreinte de la voiture. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait être nettoyé, pas avec quoi que ce soit de court de broyer le béton lui-même. Il s'est tenu et l'a regardé pendant un moment, de la manière dont une personne regarde quelque chose qui n'est ni triste ni heureux, mais qui est simplement vrai. Raymond Harmon lui avait dit de ne pas vendre la voiture jusqu'à ce qu'il sache ce qu'elle était. Il ne l'avait pas vendue. Il avait été proche de la perdre. Et puis le monde avait été rappelé à un certain coût et inconvénient pour plusieurs personnes que ne pas connaître la valeur d'une chose ne change pas ce que la chose vaut. Certaines choses ne nécessitent la confirmation de personne pour être réelles. Elles attendent simplement dans le noir pour le bon ensemble Dieu et le bon angle de lumière. Et elles continuent d'être ce qu'elles sont jusqu'à ce que ce moment arrive. Guillaume a éteint la lumière du garage, a verrouillé la porte, et est retourné à travers l'allée sombre à la